Et vous les avez déjà tous entendus, hein, je suppose. Vous avez des gens qui vous disent « Ah, putain, j'ai commis une faute. » D'accord ? Voilà. On sait que dans le cerveau, grâce aux neurosciences, hein, on sait que quand une personne dit « j'ai commis une faute », elle va s'auto-punir. Et de manière inconsciente. Hein, d'accord ? Voilà. Et vous avez d'autres personnes qui vont vous dire « Ah, j'ai commis une erreur ». On sait que dans notre cerveau, l'erreur est synonyme de correction. Donc il n'y a pas de punition derrière. Tout ça, ce sont des décodages qui sont très performants à notre époque pour savoir et pour déceler vraiment qui l'on est et comment on fonctionne. Enfin, c'est un des outils, il y en a beaucoup d'autres, hein, d'accord ? Voilà. Donc, la connaissance, on ne peut pas vraiment être acteur de sa vie si on ne se connaît pas vraiment. Et se connaître vraiment, c'est se connaître hors nos filtres et nos bugs structuraux. Et qu'est-ce que c'est qui nous permet de nous connaître sous cet angle-là ? Déjà, c'est les contextes récurrents que vous vivez, la récurrence des problèmes, et le miroir que vous font les autres. Et il y a un miroir qui est très performant, quand vous êtes en couple, c'est ce que vous renvoie l'autre. Hein ? Le couple et le, je dirais, enfin le couple, l'association, ou tout ce qui est de cet ordre-là, c'est le meilleur outil pour savoir qui l'on est. Et souvent, ce qui vous énerve chez l'autre, c'est que vous en êtes détenteur. Moi, j'ai beaucoup de gens en consultation me disent « Oh là là, mon mari, il m'énerve quand il fait ça. » Mais en réalité, si ça vous énerve, c'est que vous l'avez. Pourquoi ? Parce que quand on n'a pas quelque chose, on ne peut pas le percevoir. D'accord ? Pour savoir que madame est habillée, je ne vais pas là parce que moi les couleurs c'est pas mon truc, mais pour savoir que monsieur est habillé en bleu, il faut que j'ai la référence du bleu en moi. Sans ça, je ne vais pas savoir que c'est du bleu. D'accord ? Voilà. Eh bien, si l'autre il vous énerve quand il fait quelque chose, c'est que vous en avez la référence en vous. Hein. C'est pour ça que vous pouvez le percevoir. Et ça vous énerve chez l'autre parce que vous voulez pas le voir en direct, donc vous le voyez par l'intermédiaire de l'autre, pour que ça vous dise à vous, là il y a quelque chose qui m'interpelle, puisque ça m'énerve, c'est que je le détiens. Et si je le détiens et que ça m'énerve, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. D'accord ? Vous avez tous vécu ça ? Oui. Alors c'est bien, alors je vous souhaite un bon travail. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Voilà, oui, c'est ça. Oui. C'est exactement ça. Maintenant, il y a autre chose aussi qui est sympa d'étudier, ce sont les contes, les mythes et les légendes. Ce sont aussi des livres initiatiques. Hein. Alors, je vais vous en faire un ou deux. Alors, pourquoi je vous raconte ça ? C'est pour vous donner des outils très, très abordables, très faciles, qui vont vous permettre de comprendre des choses si vous les regardez d'une certaine manière. Tout le monde a vu Pinocchio ? Hein ? Ça, c'est universel. Alors, Pinocchio, je vais vous prendre un passage, parce que je ne vais pas vous faire tous les contes et les mythes à la fois, hein, mais Pinocchio, par exemple, pour ceux qui s'en rappellent, au début du film, c'est une fée qui rentre dans la maison de Geppetto, et si vous vous rappelez bien, c'est la fée bleue. Avec sa baguette magique, elle donne vie au pantin de bois, mais qui est toujours en bois. Hein. D'accord ? Si vous vous rappelez bien le film. Voilà. Et à votre avis, est-ce que d'avoir choisi la fée bleue, c'est un hasard ? Eh bien non, c'est pas un hasard. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le bleu, dans le côté ésotérique, enfin spirituel, le bleu, ça représente justement l'énergie spirituelle. D'accord ? Quand la fée bleue, elle vient donner un coup de magique à Pinocchio, ça veut dire que qu'est-ce que c'est qui anime la matière ? C'est l'état spirituel, et pas l'inverse. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le spirituel est supérieur à la matière. Et ça veut dire aussi que par son acte, elle influe, elle donne à ce pantin de bois une conscience
qui va faire que le pantin de bois va se muer, va pouvoir bouger. Et si vous regardez de manière, ça je vous le fais très court parce que c'est beaucoup plus long, mais et dans le film, vous allez voir que ce pantin de bois, il apprend à gérer sa conscience, il apprend à gérer ses émotions et ses instincts. D'ailleurs, quand il part avec les renards dans le cirque, tout ça, le monsieur, il lui fait miroiter la richesse. Mais la richesse extérieure. Et après, il comprend que la véritable richesse, il a à l'intérieur. Mais il faut qu'il la travaille et qu'il la fasse sortir. Donc vous voyez ces contes qui amusent les gamins, ce qui est déjà une très bonne chose en soi. Si vous le prenez d'une certaine manière, ce sont vraiment des livres initiatiques pour nous, pour tous. Et ils sont vraiment très performants. Je vous garantis que si vous voulez devenir acteur de votre vie, intéressez-vous à tout ça de manière adaptée et vous verrez que vous allez faire un bond en avant. Après, vous avez la même chose, par exemple, dans les travaux d'Hercule. Tiens, là aussi, c'est très connu. Hercule, machin. Voilà. Hercule, tous ces travaux, ce sont des initiations qui vont vous permettre de vraiment être acteur de votre vie. Alors, je vous en prendrai un au hasard et je vais vous le faire très court. Par exemple, les écuries d'Augias. Les écuries d'Augias, Hercule, on lui demande de nettoyer les écuries. D'énormes écuries. Voilà. Mais Hercule, comme il est fort, beau et intelligent, et surtout, en réalité, initié, il va détourner un fleuve, et ce fleuve va passer à travers les écuries et emporter les déchets de la matière. Donc là, c'est pareil. Qu'est-ce que ça vous invite ? Ça vous fait prendre conscience que si vous voulez devenir acteur de votre vie dans le bon sens, il ne faut pas se laisser gérer par la matière, c'est-à-dire par vos bas instincts, mais par des instincts plus hauts. Vous avez plein de gens comme ça qui sont d'une manière quand ils n'ont pas bu, et quand ils ont bu, ils vont beaucoup plus vers les autres, ils vont même au-delà de beaucoup de choses. C'est parce que ça endort le préfrontal. Et le préfrontal a ce rôle inhibiteur. Non, mais je suis très sérieux. Le préfrontal, c'est notre côté inhibiteur. Et quand on a une problématique de ce côté-là, on est moins inhibé que d'autres. Et ça ouvre à certaines problématiques, à certains excès. Voilà. Donc, l'apport des neurosciences dans le fait de devenir acteur de sa vie vous invite aussi à prendre conscience que nous avons plusieurs parties dans notre cerveau qui fonctionnent simultanément et qu'elles ont toutes un rôle et que leur rôle, c'est certaines de contenir les autres. D'accord ? Alors, je vais juste vous faire un petit briefing sur le cerveau. Donc, dans le cerveau, vous avez ce qu'on a, en gros, c'est pas juste, mais ça fonctionne en même temps. Vous avez deux parties. Vous avez l'hémisphère, ce qu'on appelle automatique, et vous avez l'hémisphère analytique. Vous avez tous vécu ça. Des fois, vous rentrez chez vous en voiture et vous vous demandez comment vous êtes arrivé. Vous n'avez pas fait attention à la route et vous dites, mais comment je suis arrivé là ? Ça, c'est votre cerveau automatique. Il y a des références dans votre cerveau automatique. C'est comme le pilote automatique d'un avion. Il sait ce qu'il a à faire. Voilà. Par contre, s'il y a des choses qui sortent de l'habitude, ça va éveiller votre cerveau analytique et vous allez mettre un coup de frein s'il y a un chat, un enfant ou quelqu'un qui passe devant la voiture. Et des fois, le coup de frein est un peu tardif quand vous êtes trop dans le cerveau automatique et ça pose un gros souci. D'accord ? Voilà. Donc, c'est les deux grosses parties qui fonctionnent de manière synergique. Maintenant, il est utile aussi de savoir, et vous verrez pourquoi je vous dis ça, votre cerveau automatique contient 60% de données de plus que votre cerveau analytique. Ce qui est tout à fait normal, parce que si on gardait tout ce que l'on sait dans notre cerveau conscient, on va dire, il serait submergé et on ne pourrait rien faire. Donc, 60% de plus dans le cerveau automatique, où votre cerveau conscient va aller piocher ses références quand il a besoin d'entrer dans un certain comportement. Mais des fois,
le cerveau conscient, il devient un peu moins conscient, et c'est le cerveau automatique qui commande. Et ce cerveau automatique qui commande par rapport à quoi? Par rapport à toutes vos expériences, à toutes vos émotions qui sont mises en référence dans ce côté-là. Et forcément, si vous avez des émotions ou des actes par rapport à des émotions qui sont inadaptés ou des références qui sont inadaptées, vous allez poser des actes inadaptés, et notamment celui de ne pas être acteur de votre vie. Si vous aimez votre zone de confort et que votre cerveau automatique est habitué à être dans cette zone-là, si vous le laissez dans son mode automatique, vous allez rester dans vos zones de confort et vous n'allez pas avancer. D'accord? Voilà. Donc après, le cerveau est beaucoup plus compliqué, mais c'est juste pour vous donner les tenants et les aboutissants qu'il est utile de vous servir de votre cerveau analytique pour progresser et pour résoudre certaines problématiques. Alors après, je vais en venir, puisqu'on en est là, je vais en venir aux émotions. Les émotions, elles sont utiles. Les émotions, elles nous permettent de conscientiser beaucoup de choses, mais elles ne doivent pas nous gérer. C'est là où rentre en jeu le cerveau analytique. Une émotion, on doit la laisser vivre, on doit la ressentir, mais rappelez-vous, elle ne doit pas nous gérer. Alors, je sais que les gens sont très amateurs d'exemples, parce que c'est vrai, c'est un peu abstrait. Par exemple, vous êtes en colère. D'accord ? Si vous ne mettez pas votre cerveau analytique au milieu, votre préfrontal, votre colère va vous amener à taper sur le voisin ou tout autre débordement. Donc pour gérer la colère, vous allez vous raisonner, d'accord ? Vous allez vous dire, certains vont se raisonner, d'autres ils laissent libre cours, mais beaucoup de gens, bien heureusement, se raisonnent, vont dire, je vais me calmer, machin, voilà. Mais c'est pareil pour tout. C'est pareil pour la tristesse, c'est pareil pour le désir, d'accord ? C'est pareil pour tout. Et donc, il faut les laisser vivre, parce que c'est ce qui fait de nous des êtres humains, mais il ne faut pas qu'elles nous dirigent. Et je vais vous dire, si vous voulez être acteur de votre vie, il y a une grosse partie qui est de cet acabit, c'est l'ego. Tout le monde a entendu parler de l'ego, là. Hein ? C'est un régal. Donc, l'ego, c'est pareil. L'ego, il a une fonction, c'est celle de nous maintenir en vie. Mais il ne doit pas nous diriger. C'est notre préfrontal. La différence qu'il y a avec quelques millions d'années en arrière, c'est que maintenant on a un préfrontal. C'est en cela où l'être humain évolue. Et ce préfrontal, il sert justement à nous donner les attitudes adaptées pour que l'on devienne responsable. Parce que devenir acteur de sa vie, c'est quoi ? C'est être responsable de ce que l'on fait. Et entre autres, dans nos sociétés, on nous déresponsabilise. Hein ? Vous avez toujours quelqu'un qui va vous dire quoi faire. Le gouvernement, il va faire des lois, votre employeur, il va faire des lois, tout le monde fait des lois, et vous, vous suivez les lois et vous n'êtes plus responsable. Vous prenez cette habitude, d'accord ? Et le fait d'être toujours géré par quelqu'un d'autre, vous n'avancez pas. Et ça, ça s'appelle un formatage sociétal, au même titre que vous avez les formatages scolaires ou familiaux, ou il y en a d'autres qui sont encore plus nocifs, et qui vont vous empêcher d'être acteur de votre vie parce que vous allez fonctionner selon des règles et des lois qui ne sont pas les vôtres. Alors, je ne vous encourage pas à devenir Robin des Bois, c'est pas ce que je veux dire, mais je vous encourage à suivre les lois quand vous ne pouvez pas faire autrement, c'est-à-dire dans le travail, dans la société, parce que pour que la vie en société, elle soit vivable, il faut des règles communes. Sans ça on ne peut pas y vivre. Mais ces règles communes, elles ne doivent pas vous empêcher d'être responsable de votre vie personnelle. Suis-je clair ? Oui ? Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y a urgence, et pour beaucoup de choses, à vous servir de votre préfrontal. Et alors, moi le premier, je me mets dedans, je ne suis pas exclu. J'ai mis des Nike pendant longtemps. Le jour où je suis allé à Bali voir l'usine Nike, j'ai plus mis de Nike. Je vous garantis. D'accord ? Donc, l'innocuité, c'est aussi ça. C'est aussi avoir un regard sur tout ce que l'on fait et être responsable de ce que l'on fait.
Et vous verrez que d'acquérir toutes ces choses-là, eh bien, déjà, vous allez vous porter beaucoup mieux. Alors, vous n'avez peut-être pas la vision à long terme, mais vous allez vous comporter et être beaucoup mieux en vous-même, parce que vous allez réintégrer une réalité. Alors, c'est vrai qu'il y a pour ceux que la philosophie intéresse, il y a quelque chose qui est très court et qui est très, très initiatique à lire, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. Vous la connaissez ? Ben, ceux qui ne la connaissent pas, je vous encourage à la lire. C'est vraiment une belle chose. Ben, ça explique très succinctement, enfin moi je vous l'expliquais très, très succinctement, que de se libérer de ces chaînes, de se libérer de ces entraves, et que de devenir acteur de sa vie, c'est très difficile, au départ. Mais après, c'est merveilleux. Voilà. Ça va vous expliciter tout ce chemin qu'il y a de la connaissance, de la découverte de quelque chose que l'on ne connaît pas, du changement d'habitude, du changement de vision, qui est toujours très difficile au départ et qui est toujours merveilleux après quand on l'a assimilé. Voilà. Donc l'allégorie de la caverne, c'est vraiment... et c'est pas très long, hein. C'est pas une étude philosophique que je vous encourage à faire. C'est juste une lecture, ça doit prendre une page. C'est très facile à comprendre, mais ça éveille beaucoup les esprits. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ces approches ? Après, je passerai Anne. Personne n'a de questions ? C'est formidable, ça. Concernant les mythes et légendes, parce que bon, tu dis, voilà, on revient à Blanche-Neige et la pomme, mais si on voit Blanche-Neige, mais qu'on n'arrive pas à comprendre, on arrive à un moment, je sais pas, je regarde Blanche-Neige, je vois qu'elle croque la pomme, bon bah c'est pas bien, la sorcière est méchante, mais qu'on n'arrive pas à saisir le fait que la pomme, elle est belle et qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Je veux dire, c'est qu'on n'est pas prêt, c'est quoi ? C'est pas qu'on n'est pas prêt, c'est que il n'y a pas encore l'interpellation de ce niveau-là. En réalité, alors c'est pas péjoratif ce que je vais vous dire, mais on est tous des élèves dans des classes différentes. Voilà, moi je suis en cours préparatoire, il y en a d'autres qui vont avoir un niveau d'éveil, ce qui va représenter par exemple la 6e, la 5e, je sais pas moi, le bac, et la licence, le master et ainsi de suite. Et on ne voit pas les choses de la même manière. Il ne faut pas croire que sur Terre, on détient tous les mêmes ressources. Hein. Sur Terre, on a tous des ressources différentes, on conscientise tous les choses de manière différente, et c'est un beau lien que tu fais, parce que je voulais vous expliciter que pour vraiment être acteur de sa vie, il faut conscientiser la différence. Sur Terre, on est 7 milliards, et on est 7 milliards d'êtres différents. Si vous ne conscientisez pas la différence, vous ne pourrez jamais être acteur de votre vie, parce que vous allez toujours être dans le regard de l'autre. Et l'autre, il fait ça comme ça, et moi, je fais dans le jugement, et dans tout ce genre de problématiques et de démarches. Conscientiser la différence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire j'exprime mes idées, j'exprime ma façon de voir les choses, mais je ne cherche en aucun cas à la mettre dans la tête de l'autre. Parce que l'autre, il a les siennes. Et les siennes, elles sont aussi valables que les miennes. À moins que j'ai un gros ego et que je me dise, moi, je détiens la vérité, et l'autre, c'est que des conneries qu'il a dans la tronche. Voilà. Là, je vous dis ça comme ça, mais regardez autour de vous. Hein. Regardez, vous verrez comment ça se passe. Hein. La plupart des gens se disent, voilà, moi, j'ai raison. Lui, il a tort. Parce que moi, ma vérité, elle est meilleure que la sienne. Donc c'est soit j'arrive à lui mettre dans la tête, et je suis content, ou soit j'arrive pas, et c'est un con. C'est la certitude de tout à l'heure. Voilà, on revient à la certitude. Moi, j'ai des certitudes,
elles sont vraies, c'est la vérité générale, universelle, et tous ceux qui ne pensent pas comme moi, eh ben, ils ne sont pas bons. Donc, il y a une prise de conscience qui est énorme à avoir, c'est justement cette faculté de concevoir la différence. Et la différence, ça va encore plus loin. Hein. La différence, c'est aussi, quelque part, comment je peux appeler ça, un outil du bonheur. Parce que quand vous savez que l'autre il est différent, et que vous n'avez rien à lui mettre dans la tête, vous pouvez exprimer vos besoins, vos façons de voir, et ça s'arrête là. Eh bien, il n'y a plus de dispute, il n'y a plus de course, ce que j'appelle moi la course à la raison, j'ai raison, t'as tort, tout ça, voilà. Si vous avez une discussion avec quelqu'un et qu'il a des arguments contraires aux vôtres, et que vous cherchez à argumenter parce que vous pensez que vous avez de meilleurs arguments que lui, ben vous pourrissez la vie à chaque fois, parce que ça va être avec lui, avec elle, dans le travail, partout. D'accord ? Alors que si vous conscientisez la différence, vous dites, voilà, moi j'ai exprimé ce que je pense, et l'autre il pense, et l'autre il a ses propres vérités, ben vous exprimez, puis c'est terminé. Voilà. Après, ce qui est important d'exprimer ces concepts, c'est que peut-être ça va interpeller l'autre. L'autre, il va se dire, tiens, ce qu'il a dit, c'est pas trop con, je vais essayer. Et par la modification des ressources, ce que vous avez dit va lui être bénéfique. Mais si vous cherchez à lui mettre dans la tête, ça ne va pas être bénéfique, ni pour vous, ni pour lui. Bon, moi, c'est ce que je fais en entreprise, quand il y a des problématiques, je leur explique qu'il y a chacun sa vérité, et qu'en aucun cas, vous avez raison, mais lui, il a raison aussi. Alors, je ne parle pas sur des stratégies commerciales, tout le reste, hein, mais quand c'est du dialogue entre collaborateurs. Hein, voilà. Après, tout le reste, c'est d'autres stratégies. Hein. Mais il est important, vraiment, vous voulez être acteur de votre vie, vraiment, c'est une des premières choses à conscientiser, c'est la différence. Voilà. Dans notre monde, on ne conscientise pas trop la différence. Parce que nous, dans nos sociétés, et je sais qu'il y a des gens qui ont vécu dans d'autres, dans d'autres continents et qui ont une vision autre, mais dans nos sociétés, on a des très gros égos, croyez-moi. Et ces gros égos sont en partie responsables de beaucoup de problématiques que nous vivons, parce que nous pensons toujours avoir raison. Et de ce fait, ça engendre des choses faramineuses. Voilà. Donc, ensuite, je vais revenir un petit peu sur le quantique, parce que, alors, je ne vous l'ai pas dit, je ne me suis pas vraiment présenté, parce que beaucoup me connaissent, et pour les autres, c'est un petit peu long, mais moi, je pratique la stratégie comportementale, voilà. Et depuis 40 ans, ce que je fais, je cherche des liens, ou des ponts, appelez ça comme vous voulez, entre les diverses approches qui touchent l'être humain, mais quelles qu'elles soient. Aussi bien les neurosciences avec le tarot, que, je ne sais pas moi, l'épigénétique avec l'astrologie, aussi bien que le Yi-King avec l'approche quantique, d'accord ? Je cherche des liens et des ponts entre tous ces savoirs, et souvent on me dit, mais pourquoi tu fais ça ? Je vous explicitais ça très simplement. À l'époque, il y a très longtemps, au temps de la Grèce antique et au temps des Égyptiens, les gens qui avaient une fonction en rapport à l'être humain, ils détenaient toutes les techniques. Ils étaient mathématiciens, astrologues, astronomes, et je vous en passe, philosophes, psychologues, et puis tout ça. Voilà. Ils avaient une approche la plus holistique possible. Et nous, à plus on a évolué, on est venu dans la spécialité. Alors, c'est pas un mal, mais la spécialité, on est tellement venu spécialiste qu'on a oublié l'approche globale. Et moi, ce que j'aime, c'est faire des liens, justement, entre tous ces savoirs qui sont totalement, je veux dire, à notre époque, opposés et certains discrédités. Et en réalité, quand vous cherchez bien, quand vous y passez du temps,
et que vous avez envie, surtout, eh bien, vous vous rendez compte qu'on en vient à la même chose. Ils sont tous liés, en plus. Je peux vous prouver A par B que tout est lié. Voilà. Enfin, vous retrouvez les mêmes quintessences, que ce soit dans la science, que ce soit dans ces approches spirituelles. Alors, comme je sais que les gens, ils ne conscientisent pas bien, donc je dis spirituel, ésotérique ou initiatique ou ce que vous voulez, ben, vous retrouvez un petit peu de tout ce qui va faire le tout. Voilà. Et de faire les liens entre tout ça, c'est merveilleux. Donc là, je vais revenir un peu à l'approche quantique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'approche quantique, alors, je ne vais pas dans les théorèmes quantiques comme l'intrication, la non-localité, ça c'est de la physique quantique, d'accord ? Mais dans l'approche quantique des choses, c'est quoi ? L'approche quantique, c'est se rendre compte qu'on est tous interconnectés, quoi que l'on dise et quoi que l'on fasse. On est tous interconnectés par l'énergie qui nous entoure et par l'énergie qu'on dégage. Alors, je ne vous parle pas là non plus, je ne rentre pas de ce côté-là dans les corps énergétiques, tout ça. Je vous parle juste d'énergie globale. Et pour expliciter cela, je prends toujours cet exemple-là, c'est du verre d'eau et de la goutte de grenadine. Prenez un verre d'eau, mettez une goutte de grenadine, et bien la goutte, elle ne va pas rester goutte dans l'eau. Elle va se diffuser de manière homogène et ça va légèrement colorer l'eau. D'accord ? Eh bien, nous, ce que l'on est, quand on émet une pensée, un acte, on fait comme la goutte de grenadine. On va colorer l'énergie qui nous entoure. Et l'énergie qui nous entoure, elle est quantifiée par la physique quantique. Je rêve pas, hein, d'accord ? Et tout ce qui est information contenue dans l'énergie, c'est aussi quantifié scientifiquement. L'énergie qui nous entoure contient de l'information. Et nous, on est aussi des êtres qui sont faits d'énergie. Et bien, toutes ces énergies, elles se mélangent, et on en a, et on baigne dedans, si vous préférez, et notre cerveau, il est capable de prendre à certains moments, dans certaines conditions, des bribes de ces informations. Donc quand vous envoyez des informations de mauvaise qualité, elles vont résider dans cette énergie. Et forcément, vous allez en avoir un retour. Alors, pour expliciter cela, il y a des expériences qui ont été faites, hein, parce que je n'avance pas des choses sans avoir au moins un argument de qualité à vous proposer. Dans des prisons, ils ont mis des méditants, c'est-à-dire des gens qui ont médité, et ils ont fait baisser le taux de criminalité de cette dite prison de 60 ou 80%. D'accord ? Voilà. Donc ça veut bien dire qu'il y a une corrélation entre ces états de méditation et l'état de conscience de la prison. Voilà. Ils ont fait pareil, après vous avez d'autres expériences qui ont été faites, dans un pays en guerre, les bombardements ont baissé, et puis ainsi de suite. Ça, si vous voulez aller les lire, elles sont d'accès public. Et de ce fait, la physique quantique, de par ses théorèmes d'intrication, tout ça, prouve ça. C'est-à-dire que la physique quantique, elle vous dit basiquement que tout ce qui a été en contact le restera pour toujours, peu importe la distance et le temps. Voilà. Donc, si on part du principe qu'on est tous des descendants de descendants, ben on a tous été en contact. Et ça, quelque part, on s'en fout en réalité. Mais ce qui est important, c'est de savoir que tout ce que l'on fait aura une répercussion sur les autres, mais sur nous. Alors, si vous ne voulez pas le faire pour les autres, libre à vous, mais faites-le au moins pour vous. D'accord ? Voilà. Ensuite, là, je vais devenir un petit peu bizarre, mais je cite toujours à mes consultants cet exemple-là. Vous voulez devenir acteur de votre vie. Et des fois, j'ai des fumeurs qui viennent me voir. D'accord ? Et je ne sais pas si vous avez remarqué autour de vous, mais les gens qui veulent arrêter de fumer par la volonté et parce qu'il faut que j'arrête, ben ceux-là, ils ne tiennent pas. Et ceux qui arrêtent de fumer parce que vraiment ils ont conscientisé qu'ils se font du mal, ben ceux-là, ils ne fumeront jamais plus. Vous avez remarqué ça ? Voilà. Pourquoi ? Ben parce que quand
comme on dit, quand on veut faire quelque chose avec le mental, c'est-à-dire avec la volonté, ça ne marche pas. Les seules choses qui marchent, c'est quand on ressent les choses au fond des tripes, au fond de ses tripes. Voilà. Donc, quand vous voulez devenir acteur de votre vie, si ça passe que par le mental, vous allez droit dans le mur. Parce qu'à un moment ou l'autre, ça va lâcher. Par contre, si c'est de la compréhension, une vraie conscientisation, ce qu'on appelle au Japon au niveau du hara, c'est-à-dire au niveau des tripes, c'est-à-dire au fond de soi, là ça fonctionne. Donc si vous voulez devenir acteur de votre vie et changer des choses, pensez toujours de le faire vraiment avec votre intérieur. Et là j'en reviens un petit peu au côté matière. Bouddha il disait l'homme heureux est celui qui a les intestins qui fonctionnent bien. C'est Bouddha qui disait ça, donc c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et maintenant, on commence à mettre en avant le biotope. C'est bizarre, hein. Bouddha, il savait déjà, hein. Mais on a attendu que la médecine et que justement, comme disait Madame, le côté scientifique nous mette devant le nez. Attention, l'intestin est une partie maîtresse de notre être. Alors, pourquoi je fais le lien maintenant, vous savez que j'aime bien faire les liens. Pourquoi je fais le lien entre devenir acteur de sa vie et votre biotope? Bonne soirée. D'accord? Donc, pourquoi je fais ce lien-là? Eh bien, c'est très simple. Parce que dans votre intestin, vous avez des virus, des bactéries qui habitent et qui ont une influence énorme sur votre physiologie. Et on sait maintenant que votre cerveau est sensible à cette physiologie par l'intermédiaire des neurotransmetteurs, surtout d'un neurotransmetteur qui est sécrété dans votre intestin, qui est la sérotonine. La sérotonine est le régulateur des humeurs. Oui, allez-y. C'est le régulateur des humeurs. Donc, si vous voulez être acteur de votre vie, poser des actions adaptées, et que vous avez un biotope qui n'est pas bien, qui est ce qu'on a, si vous avez, je m'excuse du terme médical, mais si vous êtes en dysbiose, c'est-à-dire que votre biotope n'est pas géré comme il faut, eh bien, vous n'allez pas fabriquer la sérotonine qu'il faut pour votre cerveau, et vous n'allez pas réguler vos humeurs de la bonne manière. Et vous savez très bien que on est très sensible à nos humeurs, que nos actions sont posées aussi souvent par rapport à nos humeurs, et de ce fait, vous n'allez pas poser des actions adaptées, surtout que quand les études démontrent que quand la sérotonine n'est pas à son taux normal, on a une tendance à la dépression. Donc toute votre vie, elle va être empreinte par un filtre dépressif. Donc d'où l'utilité de gérer votre intestin avec amour. Enfin, ça ne fait pas que ça. L'intestin, c'est aussi votre système immunitaire. Enfin, c'est le rôle de votre biotope, il est faramineux. Et maintenant, on commence à le mettre en avant, mais on n'en est qu'aux prémices. Alors, on sait à l'heure actuelle, et ça, c'est ce que je vous dis là, c'est scientifiquement prouvé, hein, on sait à l'heure actuelle qu'une dysbiose intestinale, ça vous pousse vers la dépression, ça peut engendrer du diabète, ça vous fait des problèmes immunologiques. Déjà, rien que ces trois-là, c'est ce qu'il y a de plus important. D'accord ? Donc, de ce fait, beaucoup de gens, ce ne sont pas des côtés sur lesquels on s'arrête son intestin avant d'être malade ou d'être dérangé. Voilà. Alors, je vous dis ça pourquoi ? Je vous dis ça pour vous faire le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Des fois, c'est un peu difficile à me suivre, mais je vous explique les liens par rapport à la vision holistique de l'être. Parce que après 25 ans de consultation acharnée, je peux vous dire que si on n'a pas une vision globale de qui l'on est, on ne fonctionne pas très bien. Voilà. Il ne faut pas seulement regarder notre fonctionnement mental ou ce qui est beaucoup mis en avant à l'heure actuelle, notre niveau spirituel. Là aussi, je n'irai pas très loin, mais sachez que la spiritualité, c'est un état.
Un état, on est spirituel, mais on ne fait pas des actions spirituelles comme on le prône beaucoup maintenant. D'accord ? On est des êtres spirituels et stop. Ou alors on n'est pas spirituel, mais l'outil spirituel, c'est pas très adapté. Mais bon, ceci est un autre problème. Mais je vous disais tout ça pour vous inciter et pour vous inviter toujours à vous regarder globalement. D'accord ? Vous voulez être acteur de votre vie ? Eh bien, prenez soin de vos intestins parce qu'ils ont un rôle phénoménal. Prenez soin de votre cerveau, amenez-lui ce dont il a besoin. Regardez toutes les parties de votre corps et demandez-vous, voilà, mon cerveau, il a besoin de quoi pour bien fonctionner ? Mes intestins, ils ont besoin de quoi ? D'accord ? Pas de Big Mac, s'il vous plaît. Mon système veineux, il a besoin de quoi ? Essayez de vous voir comme un être entier, mais constitué de plein de parties. Et chaque partie a ses besoins. Vous voulez bien fonctionner, il faut que toutes les parties de votre corps aient ce dont ils ont besoin. Au niveau de la matière, au niveau mental et au niveau spirituel. S'il y a un des trois et toute son arborescence descendante qui n'est pas gérée comme il faut, vous ne serez jamais vraiment l'être que vous devez être. D'accord ? Et je vous garantis que de se prendre en charge dans la totalité, ça prend un petit peu de temps, mais ça demande aussi beaucoup d'intéressement sur la personne que l'on est en réalité. Parce que beaucoup de gens dans notre société vivent dans la réalité de la société, mais pas dans la réalité de l'être. Hein. D'accord ? On vous demande plein de choses, de consommer, de payer, de ci, de là. Enfin, je ne fais pas de politique, je m'en fous, mais moi je vis en tant qu'être. Et quand je regarde la société, ce qu'elle me demande pas de vivre en tant qu'être. Hein. Elle me demande de vivre en tant que plein de choses, mais pas en tant qu'être. Donc, je ne dis pas de vivre en tant qu'être à 300%, mais pensez au moins à vos besoins primaires, vos intestins, votre cerveau, l'être que vous êtes. Occupez-vous de vous, mais en tant qu'être et pas en tant qu'entité sociale. Parce que c'est différent. Vos besoins en tant qu'entité sociale, c'est une chose, et vos besoins en tant qu'être, c'en est une autre. Hein. Et ça, je peux vous le dire, déjà vous éloignerez la maladie, quelle qu'elle soit, physique, mentale, et vous vous sentirez beaucoup mieux, et vous pourrez prendre, et vous allez poser des actions, et vous allez évoluer, vous allez aller au-devant de belles choses, même si au départ, vous avez un petit peu peur, parce que vous connaissez pas, vous avez peur de vous engager, mais vous verrez que avec les schémas répétitifs de je vais en avant, je découvre et c'est bon, le cerveau il va fabriquer de la dopamine, et la dopamine elle va vous pousser encore à aller de l'avant. D'accord ? Parce qu'on marche comme ça, on est un mélange de chimie et un mélange de démarches, je vais dire, mentalo-spirituelles. Parce que un fait engendrer des neurotransmetteurs, donc votre cerveau va être content, il va en redemander. C'est le système de l'addiction. Hein. On fabrique de la dopamine. Comme le cerveau il aime la dopamine, on va faire des actions pour en fabriquer un peu plus. Voilà. Donc si vous faites fabriquer de la dopamine à votre cerveau par l'intermédiaire de vos actions, vous allez vous régaler. Et là, vous allez être acteur de votre vie. Et vous allez sortir, vous verrez, vous allez vous retirer petit. Alors, vous n'allez pas finir dans une caverne, hein, mais vous allez voir les choses avec une autre vision. Et de là, vous allez au-devant de belles choses. D'accord ? Et surtout au-devant d'un bien-être physico-mento-spirituel. Voilà. Vous avez des questions ? Pas de questions ? Eh bien. C'est rapide. Oui, mais bon, des fois on a des questions. Oui ? Ah oui, ça, il fait chaud. Ça, ouvrez la porte, ça va faire un peu d'air. Oui, j'ai une question. Vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît ? Je me présente, je m'appelle Harry Guillain, et comme je vous ai dit, je pratique la stratégie comportementale, mais c'est le nom global. Après, je me sers de multiples outils. Voilà. Et mon rôle, c'est d'informer les gens sur toutes les démarches qui existent pour arriver à leur fin. Voilà. Alors, si vous voulez, vous avez ma chaîne YouTube, vous rentrez dans
YouTube, vous tapez Arrigui Alain, et vous avez toutes les conférences antérieures, ce qui vous permettra de mieux me connaître et de connaître tous les outils que j'utilise. Ben, je vous l'ai dit, moi je fais les liens, donc j'utilise tout le côté scientifique et tout le côté spirituo-ésotérique, et je les ai mélangés de manière à apporter des stratégies qui soient en rapport avec les êtres que l'on est. Rajouter à ça, je suis expert en nutrition et diverses choses, parce que j'ai des gens qui sont en surpoids qui viennent me voir des fois, d'accord ? Et ils prennent le surpoids au niveau de la matière. C'est-à-dire, je vais manger moins, je vais manger moins de calories, je vais manger moins de sucre, ça c'est très bien, par contre, c'est pas un jugement que j'émets. Mais on sait, quand on prend l'approche globale de la nourriture, que la nourriture a un rapport à la mer, et que souvent, les gens qui sont en surpoids ont une problématique avec la mer. Hein ? D'accord ? Voilà. Donc, vous avez tous des liens comme ça qui sont utiles de connaître et qui font partie de ma démarche avec beaucoup d'autres, et qui font que je cherche toujours de voir la personne dans sa globalité, mais de chercher les liens qu'il y a avec les problématiques et par rapport à son environnement le plus large possible. D'accord ? De la même manière que je vous ai explicité tout ça pour l'être, et ça marche pour toutes nos problématiques, quelles qu'elles soient. Voilà, que ce soit des problématiques de couple. Bon, après, il y a des outils qui sont plus adaptés pour la problématique de couple. Il y en a d'autres qui sont plus adaptés pour le côté matière, d'accord ? Il y en a qui sont plus adaptés pour décoder notre physiologie, mais voilà. Vous avez des gens qui viennent me voir, ils ont beaucoup de vagues à l'âme, ils ont beaucoup ils ne sont pas bien dans leur peau, ils ont des problématiques, ils ne sont pas dépressifs, mais vous savez, ils sont toujours un peu ternes, un peu pessimistes, machin. Et ça, c'est en grande partie le biotope qui est responsable de ça, c'est-à-dire votre état intestinal. Ouais, on a remarqué que chez les dépressifs, beaucoup de dépressifs avaient un biotope déficient. Et que dans beaucoup de dépressions, ça c'est des articles scientifiques, hein, et dans beaucoup de dépressions, si vous sortez de votre dysbiose, d'accord, que vous revenez à un biotope en bonne santé, la dépression, elle s'en va. Ça, c'est scientifiquement prouvé, c'est pas du... Oui, madame. Est-ce qu'on a tous le même biotope ? Non. On est 7 milliards, on pourrait faire... Ce que disent les scientifiques, hein, moi je n'ai pas fait ça, mais ce qu'ils disent, c'est qu'on pourrait faire une carte d'identité de chaque être sur la planète par rapport à sa composition de son biotope. Voilà. Ça serait plus valable que les empreintes. Oui. Et hormis le fait de manger sainement, c'est logique, est-ce qu'il faut faire autre chose ? Que doit-on faire vraiment pour avoir un biotope au top ? Ben, un biotope au top, hormis l'alimentation, vous savez qu'il y a une relation entre votre cerveau et votre intestin par le système nerveux entérique. Donc, quand en bas ça ne va pas, en haut ça ne va pas, et quand en haut ça ne va pas, en bas ça ne va pas non plus. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas prendre que le biotope en tant que biotope, il faut prendre le biotope dans son ensemble. Voilà. Parce que le cerveau interagit sur l'intestin, mais l'intestin interagit sur l'état émotionnel de votre cerveau. Hein ? Et le stress aussi, oui, bien sûr. Mais le stress est souvent généré par l'ego. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait d'imposer sa vérité, le fait d'être dans le jugement, dans la comparaison, dans les échelles de valeur, tout ça, ça procure un stress parce qu'on ne se quantifie plus par rapport à soi, on se quantifie par rapport à l'autre. Et comme l'autre il est différent, on ne pourra jamais arriver. Et ça crée un stress énorme. Voilà. Autre question ? Pessimiste, donc il peut changer. Bien sûr. L'aptitude au bonheur en organisation positive. Ça couplé à votre état intestinal, parce qu'on sait que le pessimisme est en grande partie inclus dans la qualité de votre biotope. Ne l'oubliez pas, l'intestin, de par la sérotonine, influe sur l'état pessimiste ou dépressif. D'accord ? Les gens qui sont toujours un peu dans le noir. Alors, vous couplez ça
par la mise en place de nouveaux réseaux neuronaux, et ça va largement atténuer, même dans certains cas, faire disparaître cette manière d'être. Par des actions positives? Par d'autres habitudes qui seront positives, bien sûr. C'est pas par des actions. J'aime pas vous savez, le truc loi d'attraction, tout ça. Par contre, je crois beaucoup aux actes posés. Si vous posez des actes qui sont en rapport à votre objectif, vous allez créer un réseau neuronal qui va être en rapport. Voilà. Et de ce fait, vous allez changer les choses. Vous comprenez? Voilà. Est-ce qu'on peut prendre aussi des compléments, là, si on prend de la sérotonine, un complément alimentaire? Non, ça fait rien. Non. Moi, à mon niveau, actuellement, le seul complément alimentaire, enfin, le seul médicament, c'est un médicament qu'on donne, c'est de la dopamine pour les gens qui sont Alzheimer. Voilà. Ou parkinsonien, oui, pardon. C'est pour le moteur, c'est pour le système moteur. Voilà. Sachant que la cohérence cardiaque favorise la production de DHEA et de dopamine. Qui n'est pas un médicament. Et la méditation, voilà. Donc du coup par des techniques naturelles. Ouais, par des techniques naturelles. Voilà. En gros, on peut y arriver soi-même ou il faut aller voir un médecin ou quelqu'un de compétent pour changer tout ça. Parce que bon, c'est bien gentil. Un médecin, moi je respecte beaucoup les médecins et j'en ai deux ou trois autour de moi sympas, mais ils ne sont pas dans ce chemin-là. Hein. Enfin, pas tous. Il y en a que oui. Hein. Il y en a que oui, mais ils ne sont pas formés pour ça. Hein. Ils sont formés, ils sont complètement hermétiques. Certains, oui, mais pas tous. Hein. Vous en avez des médecins qui sont ouverts à ça. Moi, je connais des médecins, des vrais médecins, qui sont ouverts à ça. Et il y en a d'autres, ils sont fermés, mais ça, c'est une question d'individu après. Ils seraient garagistes, ça serait pareil. Hein. Ils seraient ouverts ou pas ouverts à ce genre de démarche, hein, c'est tout. Vous savez, on est différents, donc... je pratique aussi la CNV. La CNV, c'est la communication non violente, mais il ne s'agit pas de taper les gens. Hein. Mais la CNV, elle vous invite à donner ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, à faire part de vos besoins et de vos concepts, et stop, vous arrêtez là. Après, que la personne en face, elle soit hermétique ou pas, de toute façon, si vous voulez changer les choses, croyez-moi, votre cerveau inconscient, ce qu'on appelle votre inconscient personnel, il va vous mettre les bonnes personnes devant. Et ça marche. Ça, je vous garantis. Quand on est dans un niveau de conscience, on rencontre bizarrement toujours les gens qui vont nous permettre d'aller dans un chemin que l'on a inconsciemment choisi. Donc pour ça, vous n'avez pas de souci, vous rencontrerez toujours les gens qu'il faut, au moment où il faut. C'est le vieil adage qui dit le maître apparaît quand l'élève il est prêt. Hein. Voilà. Le premier levier du changement, c'est la conscientisation. Bien sûr. Bien sûr. Parce que la conscientisation, elle peut se faire par divers niveaux et divers outils. Hein. Mais disons que vous avez raison, le fait du changement, c'est de conscientiser les choses. Voilà. Alors, allez, on a encore 5 minutes si vous avez une question. Et quand vous dites conscientiser, donc c'est en bas, c'est un intestin? Ah ben oui, sans ça je dis mentaliser, parce qu'au niveau du mental ça ne fonctionne pas. Le mental il a son rôle, hein, c'est-à-dire de pouvoir justement mettre en place la conscientisation des actes, qui ont des actes en rapport de la conscientisation. D'accord ? Voilà. Mais vous savez, c'est vrai qu'il y a... Comme une prise de conscience en fait. Voilà, la conscientisation c'est la prise de conscience, si vous l'appelez comme ça. Et le mental, c'est l'outil qui va vous permettre de poser des actes par rapport à cette prise de conscience. Oui, d'accord, il y a la prise de conscience et ensuite le cerveau. Voilà, et le cerveau, après, il va travailler avec cette prise de conscience. Oui, après c'est naturel. Voilà, après c'est naturel. Voilà. Mais en fait, après, on change de niveau de conscience et on attire d'autres personnes. Alors, et l'environnement même. je vais vous donner le schéma très simple. Action, expérimentation, nouvelles ressources, donc nouveau niveau de conscience. Nouveau niveau de conscience, on va poser de nouvelles actions, donc de nouvelles expérimentations, et c'est... et voilà. Et on avance. Voilà. On est bon.
Après, c'est peut-être le rapport temps qui peut varier selon les personnes. Si on peut mettre en place ce processus, il peut prendre un mois chez certains, il peut prendre 3 ans chez d'autres. Ça, c'est comme vous le dites si bien, c'est itinérant à chaque personne. Hein. Justement, la différence. Hein. De toute façon, autour de vous, regardez, vous en arriverez toujours à la différence. On est des êtres différents, on fonctionne différemment. Ce qui est valable pour moi ne l'est pas pour vous. Hein. Après, par contre, les contes, les mythes, tout ça, l'initiation contenue dans ce genre d'outils-là, ils sont justement universels. C'est pour ça qu'ils perdurent dans le temps. D'accord ? Les mythes d'Hercule, ils existent depuis la Grèce antique. Et ils perdurent pourquoi ? Parce qu'ils sont universels. Vous avez des choses qui perdurent comme ça dans le temps. Mais c'est parce qu'ils font partie de nous, de nous tous. Alors soit on les voit, soit on ne les voit pas. Mais vous les verrez à un moment ou à un autre. Voilà. Eh bien, je vous remercie bien beaucoup pour ce moment de partage.